Dans cette édition, il sera question de l'ouverture aujourd'hui d'un atelier sur le profilage, l'identification, le traçage des armes et munitions illicites. Ensuite, dans ce journal, vous entendrez la réaction de Chambiano Chebou, secrétaire général du syndicat des commerçants import-export et grossistes suite à l'intervention du directeur général de la douane sur l'affaire dite Bolloré. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ce communiqué, l'Union des coalitions ouest-africaines pour l'enfance, ICOA pour l'enfance, regroupant les coalitions nationales des 15 pays membres de la CEDEAO, salue la décision du président Macky Sall d'engager le processus de retrait d'urgence des enfants dans la rue à travers son communiqué issu du Conseil interministériel du 22 juin, suivi de la campagne lancée le 30 juin 2016. En exécutant cette décision prise, le gouvernement du Sénégal vient de mettre en œuvre et de donner effet aux recommandations du Comité africain des experts sur les droits et le bien-être de l'enfant et du Comité international des droits de l'enfant sur la question. Toutefois, l'ICOA lance un appel au gouvernement du Sénégal pour l'application effective de la loi tenant compte de l'intérêt supérieur des enfants, l'adoption de stratégies renforçant la synergie au niveau institutionnel et communautaire, le développement d'une communication adaptée et un dialogue constant avec tous les acteurs, le renforcement des mesures d'accompagnement en termes d'offres de services pour la prise en charge, l'éducation et la réintégration sociale des enfants retirés de la rue. ICOA réaffirme son engagement aux côtés de la CONAF Sénégal, une de ses coalitions membres des enfants et des jeunes, dans son plaidoyer constant pour lutter contre l'exploitation des enfants par la mendicité. Dans ce même sillage, l'UCO invite les chefs d'État et gouvernements des pays de l'espace CEDEAO à emboîter le pas au Sénégal et ensemble développer des synergies transfrontalières pour mettre fin à ce fléau et restaurer la dignité des enfants victimes. Ensuite, ouverture ce matin au camp de la garde nationale du Niger de l'atelier de formation sur le profilage, l'identification et le traçage des armes et des munitions illicites. Plus de détails avec Ousmane Sidikou et Sadou Dumi. Dans ces locaux de cette formation importante, ce eu égard aux efforts entrepris par cette institution dans le cadre de collecte des armes illicites au Niger, surtout que le pays a signé et ratifié plusieurs conventions en la matière. La lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre passe inévitablement par la mise en place des mesures strictes et efficaces de marquage, de l'enregistrement et de la traçabilité, ainsi qu'à la mise en œuvre des instruments régionaux et internationaux souscrits par nos États. C'est pourquoi il y a lieu de rappeler que le Niger, à l'instar de la communauté internationale, n'est pas resté les bras croisés dans le cadre de cette lutte contre les armes illicites, et c'est là en souscrivant à la quasi-totalité des instruments régionaux et internationaux dans le domaine du désarmement. En effet, notre pays a signé et ratifié la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes. La Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles, le protocole 5 sur le reste explosif de guerre, le traité sur le commerce des armes, le programme d'action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes sur tous ses aspects, l'instrument international sur la traçabilité des ALPC, pour ne citer que cela. Cette formation, qui est la première étape d'un cycle de 3, vise l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs. L'objectif de ces formations programmées est de renforcer les capacités institutionnelles de forces de défense et de sécurité nationales en matière d'exploitation des informations qu'il est possible de déterminer à partir des armes et des munitions qui sont physiquement saisies dans le cadre de différentes opérations de lutte contre les trafics illicites. En effet, très souvent au Niger comme ailleurs dans la région, les armes et les munitions qui sont récupérées depuis la sphère illicite sont comptabilisées
puis entreposés dans l'attente que leur statut juridique soit déterminé. Étalés sur une durée précise, les participants auront un module théorique et 2 sessions de travaux pratiques. Une formation d'ailleurs qui a pour but de renforcer les capacités institutionnelles en matière d'identification et de traçage d'armes et de munitions saisies par les forces de défense et de sécurité. Suite au point de presse animé hier après-midi par le directeur général des douanes pour, disait-il, redresser quelques contre-vérités sur l'affaire dite de Bolloré, les réactions des parties concernées ne se sont pas fait attendre. Ainsi, le syndicat des commerçants import et export grossistes du Niger se dit étonné par les propos tenus par le premier responsable des douanes nigériennes qui, selon eux, dit aujourd'hui une chose et demain le contraire. Aussi, ce syndicat entend poursuivre son combat contre Bolloré. Les explications avec le secrétaire général du syndicat des commerçants import-export et grossistes du Niger, Tchambouanou Chebou. Je suis surpris d'entendre de tels propos avec le DG, parce que il y a à peu près 2 semaines, le DG nous a dit, grâce à notre vigilance, ils ont pu comprendre que les prix que Niger Terminal voudrait pratiquer étaient exorbitants. C'est ce qui a mené à Niger Terminal de procéder à des réductions considérables. Il a dit dans ses propos que les tarifs du passage du magasin sous douane étaient à 3600, qu'ils n'ont jamais appliqué. Pourquoi ils ne l'ont pas appliqué? Eux, ils prenaient les 650 francs pour la tonne de riz. Et maintenant, à l'arrivée de Bolloré, on dit que Bolloré diminue 250 francs. Bolloré va jusqu'à 3215 francs par tonne. Pourtant, eux, ils n'ont pas appliqué. Et quand nous nous sommes amusés pour faire le calcul sur 40 tonnes passage, le gardien va percevoir 128 600 francs. Et dans les 128 600 francs, il ne va donner que 10 000 francs à l'État. Est-ce que les 10 000 francs de maintenant ou les 26 000 francs d'avant, il n'y a pas à comparer? Nous importons 300 000 tonnes de riz. Ça, c'est uniquement le riz par an. Quand vous prenez 300 000 tonnes de riz par an, vous allez trouver, avec les prestations de Bolloré, nous allons lui verser 964 500 000 francs. Lui, Bolloré, il donnera en contrepartie 250 francs par tonne, fois 300 000, ça va donner 75 millions. Alors que, même avant, si on se limitait aux 650 francs, l'État a 195 millions. Ça, c'est la perception avant, la pratique avant Bolloré. Nous, tout de suite, si on donne la gestion des magasins, le gardiennage de nos marchandises là, à un Nigérien, on baisse la barre. La chambre de commerce, ce qu'on a donné à la chambre de commerce là, je le dis, je le répète, c'est des mini-frais. Cérémonie d'ouverture ce matin à l'hôtel Oasis d'un atelier de partage des résultats du 2e passage de l'enquête de suivi des indicateurs de la planification familiale au Niger. Et c'est une initiative de l'Institut national de la statistique du ministère de la Santé publique avec l'appui du projet américain PMA 2020. Compte rendu Michel Deji et Aboubakar Souley. Il s'agit d'une enquête qui contribue à mettre en lumière la situation de la planification familiale au Niger en vue d'une meilleure pratique de la contraception dans un souci de bien-être familial. Le Niger, avec un indice synthétique de fécondité de plus de 7 enfants par femme, un taux de croissance intercensitaire de la population de 3,9%, et une faible utilisation des moyens de contraception, les autorités, conscientes des conséquences de cette croissance démographique rapide, aussi bien sur le plan social, sanitaire qu'économique, ont mis en œuvre de nombreuses stratégies et actions qui visent sa maîtrise.
Parmi ces stratégies figure le plan d'action pluriannuel 2012-2020 qui émane du plan de développement sanitaire PDS 2011-2015, dont l'objectif principal est d'atteindre 50% de prévalence contraceptive en 2020 à travers le développement de 3 principaux axes stratégiques qui sont le renforcement de l'offre des prestations de planification familiale à tous les niveaux du continuum de soins, le renforcement de la demande des prestations de planification familiale à tous les niveaux et la promotion d'un environnement favorable à la planification familiale. Cette enquête qui a son deuxième passage a la particularité de couvrir cette fois-ci l'ensemble du pays avec l'accompagnement technique du projet de l'université Johns Hopkins PMA 2020 des USA, conduit par le professeur Stan Baker, pour qui la maîtrise démographique doit être au centre de tout développement socio-économique. C'est très important, la fécondité, c'est très haut au Niger, et la contraception, c'est la variable intermédiaire, si vous voulez, biologique, le plus important. Pour baisser la fécondité. La pilule, l'injection, l'implant, et le condom, préservatif, certainement, qui est là encore. Il y a des autres méthodes, mais celles-là sont les plus importantes. Et de plus en plus en Afrique, on voit que l'injection, c'est très populaire chez les femmes. C'est problématique parce que parfois l'homme, il veut plus d'enfants que la femme, et il fait l'injection en cachette, qui peut poser des problèmes après, mais... de toute façon, c'est très populaire. Il est à noter que selon les résultats de PMA 2020 de l'année 2016, il existe encore des défis majeurs pour rendre les services de planification familiale disponibles et attirants aux yeux des couples en général et des adolescentes en particulier. Les résultats de cette enquête visent donc à renforcer l'instrument statistique qu'utilise le gouvernement et les partenaires au développement intervenant dans le domaine de la planification familiale au Niger. Ensuite, nos reporters Asma Seydou et Nasser Seydou sont partis à la découverte de ces vieilles femmes qui ravitaillent les marchés de Niamey en condiments. Et certaines de ces femmes viennent des villages environnants pour écouler leurs produits. Elles sont les principales ravitailleuses des marchés des condiments de Niamey. Ce sont ces femmes dont la plupart ont un âge avancé. Nonobstant quelques difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de cette activité, elles arrivent quand même à subvenir à leurs besoins. Je vends du gombo, sésame et piment, pour ne citer que cela. Dieu merci, avec la vente de ces condiments, j'arrive à subvenir à mes besoins. Ces femmes vendeuses amènent généralement des feuilles de baobab, gombo, piment et sésame pour Quant à nos reporters Nasser Antoufo et Nasser Seydou, ils sont allés à la rencontre de Laoli Adamou, boucher de son état au marché de Gémagué, qui a eu l'ingénieuse idée de protéger la viande qu'il vend avec une moustiquaire. Nous sommes au marché Djamagé, un marché où tout ce qui est essentiel pour la cuisine se vend. Au côté nord-ouest de ce marché se trouve un boucher qui s'est fait distinguer des autres. Soucieux de l'hygiène de sa viande, mais aussi de la santé de ses clients, ce boucher a eu l'ingénieuse idée de mettre sa viande sous une moustiquaire, une façon de la mettre à l'abri des mouches. J'ai eu cette idée de protéger la viande contre les mouches et autres parasites pendant une saison de pluie où on était envahi par les mouches. À ce moment, les clients étaient réticents vu ce qu'il y a comme danger sanitaire par le manque d'hygiène. Mais maintenant, avec cette protection, ma clientèle a même augmenté. Pour cela, d'autres de mes collègues ont essayé cette pratique, mais ils n'ont pas pu continuer. Moi, ça fait presque 18 mois que je fais ça. Et là, je suis vraiment content de vendre à mes clients une viande saine. Ces bouchers de Djamagé doivent faire école pour les autres afin d'assurer une bonne hygiène de la viande, mais aussi et surtout assurer la santé des consommateurs.
En France, près de Rouen, une église a été attaquée ce matin. Bilan, un prêtre tué avec 4 personnes blessées. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Naomi Roche pour le récit. L'attaque a eu lieu dans cette église de Saint-Étienne-du-Rouvray, une commune située près de Rouen. Vers 9h30, en pleine messe, 2 individus prennent en otage les 5 personnes à l'intérieur de l'église. Ils assassinent le prêtre, Jacques Hamel, filmé ici en 2009, avant de blesser les 4 autres otages, dont l'un grièvement. Rapidement, des hommes de la BRI et du RAID sont envoyés sur les lieux. Jointe par téléphone, une voisine de l'église qui vit à quelques mètres de la raconte. La BRI ainsi que des policiers donc armés, après avoir bouclé tout le quartier, sont intervenus par l'arrière de l'église, donc sur la porte arrière. Et du coup, 2 personnes sont sorties. En fait, là, ils ont tiré, ils ont abattu manifestement les 2 responsables de la prise d'otage. Ils sont bruns, avec une paire de baskets, habillés un peu comme des jeunes. Ils ont plutôt l'air jeunes, la trentaine à peine. Très vite, le président de la République arrive sur place, accompagné par Bernard Cazeneuve. Je suis venu avec le ministre de l'Intérieur exprimer la solidarité de toute la nation à l'égard de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je suis à côté de son maire, qui a été terriblement éprouvé par le lâche assassinat du prêtre de la paroisse. 2 terroristes se réclamant de Daesh. Quelques minutes plus tard, l'organisation État islamique revendique l'attentat, affirmant qu'il a été perpétré par 2 de ses soldats. D'après des sources proches de l'enquête, l'un des assaillants serait connu des services antiterroristes. Fiché S, il aurait tenté de rallier la Syrie en 2015. Il aurait été mis en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et placé en détention provisoire avant d'être libéré sous bracelet électronique. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Après cette attaque, le président français a réaffirmé la détermination de son gouvernement à combattre le terrorisme. Une volonté qui est également soutenue par Nicolas Sarkozy, président du parti Les Républicains. Nous sommes face à une épreuve, une de plus, parce que la menace, elle est très élevée. Elle reste très élevée. Après tout ce que nous avons vécu ces derniers jours et même ces dernières années. Nous sommes face à un groupe Daesh qui nous a déclaré la guerre. Nous devons mener cette guerre par tous les moyens, dans le respect du droit, ce qui fait que nous sommes une démocratie. Notre ennemi n'a pas de tabou, n'a pas de limite, n'a pas de morale, n'a pas de frontières. Nous devons être impitoyables. Je demande au gouvernement de mettre en œuvre toutes les propositions que nous avons présentées depuis des mois sans délai. Nous ne pouvons plus perdre de temps. C'est la guerre et il n'y a pas d'autre choix que de la mener et de la gagner. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.